7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Maud. Très jolie Vous allez cravate. bien? C'est le premier rendez-vous de cette année, donc je m'étais dit, il fallait faire un petit effort. Bonne année. Bonne année à vous, tous mes vœux. Belle et sainte année à tout le monde. Exactement. Alors, et joyeux Noël. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler du Et la réalisateur. santé. Laissez-moi parler. Aujourd'hui, vous voulez nous parler du réalisateur Terrence. Je le dis bien, Terrence, peut-être. Terrence. Terrence On peut le dire à la française. Terrence Malick. Voilà. Pourquoi donc? Il n'y a pas d'autre actualité? Vous avez raison, mais il y a votre invité, le brillant Thierry Lenz, a dit qu'il fallait qu'on parle de choses profondes, donc on y va. Et puis en plus, comme je décide tout seul de mes chroniques et que je suis payé très très cher pour le faire, c'est pourquoi d'ailleurs, chers auditeurs, il faut faire encore plus de dons qui sont nécessaires au-delà des raisons évidentes de réduction de l'impôt confiscatoire. Donc on va parler de l'immense Terrence Malick. Alors on aurait pu parler d'autres choses de cinéma, évidemment, d'Alain Delon, de Cobert, de Jacquot, ou encore de Depardieu, mais je vois déjà vos réactions, chers auditeurs, du genre arrêtez donc de vous mainstreamiser en causant de sujets qui n'intéressent personne, tout ça pour ne pas parler des vrais sujets, Epstein, Bill Gates, l'État profond, le Mossad, Big Pharma, et ceux dont on ne veut pas dire le nom. Eh ben non, aujourd'hui on va quand même parler de cinéma, mais cette fois-ci du cinéma, de sa beauté, de ses génies, pour changer un peu de la dernière actualité, ou des dernières actualités qui étaient bien tristes, surtout pour changer soit des obsédés de la braguette, soit des pétitionnaires, comme hier soir avec la nomination de Rachida Dati à la culture, on a tout de suite vu une sorte de levée de bouclier de ces obsédés de la pétition contre le retour des années 30 ou pour la naturalisation des Victor Hugo du Sahel. Alors pourquoi Terrence Malick? Parce que si le cinéma n'existait pas, il faudrait l'inventer pour Terrence Malick. Alors, prince parmi les grands, le cinéaste a construit depuis 1973 et sa Balade sauvage, une œuvre empreinte d'une majesté et d'une grâce incomparables. Alors certes, ses influences sont évidemment plurielles, mais sa grammaire est unique. Premier plan, vous savez que c'est un film de Malick. Vous avez des contre-plans légers qui élèvent l'âme, des voix off qui virent au psaume, des plans qui en s'entrechoquant révèlent des mystères. Terrence Malick est doué de ce privilège de savoir imprimer l'invisible sur pellicule. Et ça, c'est quand même tout de même le fondement du 7e art. Puis en plus, il y a quelque chose qu'il a et qu'il est peut-être même le seul à avoir, c'est que c'est le cinéaste le plus énigmatique de tous. Son parcours était émaillé de secrets, il a à la fois suscité de l'admiration de ses pairs, des critiques du public, tous fascinés évidemment par sa splendeur picturale et sa quête du mystère, mais il divise aussi beaucoup, au point même de déclencher à chaque fois une fronde au moment de ses nouveaux films, surtout depuis 2011 et son fameux The Tree of Life, Palme d'Or, au Festival de Cannes de cette même année. Alors je vous pose la question, Arthur de Vatrigan. Alors qui est donc Terrence Malick? Peut-on percer son mystère? Très bonne question. Ouais, le mystère qui entoure Terrence Malick n'est pas sans lien avec la fascination qu'il exerce évidemment. Alors, je vous dis tout de suite, on ne sait pas grand-chose sur ce réalisateur. Déjà, parce que pour ne pas faire écran avec le public et son œuvre, il exige dans chacun de ses contrats l'absence d'interview et de photographie. Donc la dernière photographie que vous avez de Malick, si vous voulez, c'est 98, et de temps en temps, des gens le croisent à la messe au Festival de Cannes. Alors voilà globalement ce qu'on sait. Et petit-fils d'Assyrien chrétien, il est arrivé sur le sol américain en 1917. Malick naît en 1943 à Ottawa. Il est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, comme Jack O'Brien dans The Tree of Life, et son frère Larry se suicide en 1968, un drame qu'on retrouve également dans l'ouverture de la Palme d'Or 2011. Ça donne quelques indices. Alors, étudiant à la philosophie à Harvard, il suit le jeune Malick suit les cours de Stanley Cavell, qui est spécialiste de la pensée transcendentaliste américain, des penseurs comme Emerson ou Thoreau. Puis ensuite, il part à Oxford, en Angleterre, et il va faire une thèse. Donc, tu as débuté une thèse sur le concept de monde dans la philosophie de Kierkegaard et Heidegger. Autant vous dire qu'on est quand même vachement loin de nos cinéastes français. Si, à la suite d'un désaccord avec son directeur de recherche, finalement, il ne soutiendra jamais sa thèse, en revanche, elle deviendra son thème de prédilection par une permutation providentielle et qu'on retrouve dans le cœur de ses méditations filmiques. Alors ensuite, il revient aux États-Unis et là, il s'engage dans le journalisme. Alors, il va piger pour le New Yorker, Life, Newsweek, et part même 6 mois en Bolivie pour couvrir le procès de Régis Debray. Régis Debray, qui, je vous le rappelle, était suspecté d'avoir vendu Che Guevara. Peut-être une bonne chose. Alors, il n'achève pas l'article, finalement, il rentre, et puis il dit, j'ai pas d'article. Alors, on lui demande pourquoi. Il dit, je me suis aperçu à la fin du procès que j'ai pas tout à fait compris. Donc, une qualité assez rare chez un journaliste, c'est quand il ne sait pas ou quand il ne comprend pas, il n'écrit pas. Alors cependant, il va quand même rester très marqué par son expérience, au point même d'envisager un film sur Che Guevara des décennies plus tard. Alors je fais un petit saut dans le temps avant de revenir en arrière. Nous sommes en 2001.
Et Pierre Lescure, je vous rappelle qu'il était le PDG de Canal+, grand argentier du cinéma, et aussi le patron du Paris Saint-Germain, fait des pieds et des mains pour le rencontrer. Alors avec tous ses réseaux, il arrive lui enfin à rencontrer Terrence Malick parce qu'il a un projet à lui présenter, un projet sur Che Guevara. Et il connaît l'histoire avec Régis Debray. Et ce projet est pensé, piloté par Steven Soderbergh. Et donc au départ, il souhaite sinon recueillir son expérience, puis refiler le bébé évidemment. Sauf qu'à sa grande surprise, Terrence Malick est intéressé par toute autre chose. Voilà ce qu'il dit. Il dit: Monsieur Lescure, il est fondamental que le PSG reste au Parc des Princes et ne déménage pas au Stade de France. Le Parc des Princes est l'âme du PSG. S'installer au Stade de France reviendrait à dévoyer l'histoire de ce club. Imaginez Pierre Lescure qui, pendant 6 mois, essaie de choper l'adresse de Malick, fait 40 avions, va dans le trou du cul du Texas pour voir Terrence Malick, lui dit: j'ai un film sur Che Guevara, on va pouvoir parler de Cinoche. Et l'autre, il arrive: non, il faut pas que le PSG déménage au Stade de France. Donc Malick était supporter du PSG. Exactement. Et là, c'est comme ça qu'on découvre que Terrence Malick a vécu de longues années à Paris, même rue Turbigo, si vous voulez savoir. Et il vécut à Paris le temps de son éclipse, dont on va reparler tout à l'heure, entre 79 et globalement 98, au moment où il revient avec la ligne rouge. Et donc, on apprend aussi qu'il a pris même pour épouse, en seconde noces, une Française qui s'appelle Michèle Morette. Et d'ailleurs, c'est cette période qui explique l'introduction de la scène parisienne d'À la merveille, son film en 2012. Donc, en piochant un peu dans ces films, en glanant quelques infos à droite à gauche, on commence à reconstituer, si vous voulez, un peu le mystère Terrence Malick. Alors, je reviens sur Che Guevara. Finalement, le biographie va pas se faire parce que non seulement ça l'intéressait pas tant que ça, mais en plus, si vous voyez que Pierre Lescure était pas trop fan des voix off. Dommage, parce que pour Terrence Malick, les voix off, c'est quelque chose qui est prédominant. Or là, on revient un peu en arrière, en 68. Donc, rappelez-vous, il fait Che Guevara, tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il est recruté pour devenir... Ah, ça a coupé? Non. C'est bon, c'est revenu. C'était mon ordinateur. Alors, on est en 68. Il revient de son escapade de journaliste. Et là, il est recruté par la MIT pour enseigner la philosophie. Alors, il va même faire une petite traduction du principe de raison d'Heidegger. Et en parallèle, il suit des cours de Sinoche. Et là, il rencontre David Lynch et notamment une personne qui s'appelle George Stevens, qui sera le futur président de Ligne Rouge. Alors, évidemment, il commence à faire ses premiers pas dans le milieu du cinéma comme script doctor, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est celui qui corrige et qui réécrit un peu les scénarios. Il devient script doctor pour la Warner. Il planche notamment pour l'inspecteur Harry en 71 et d'autres films assez oubliables comme Vas-y fonce, l'un des rares films de Jack Nicholson, vous imaginez le titre, 71. Et en parallèle, il travaille à l'écriture de son premier film qui s'inspire du Bonnie and Clyde d'Arthur Penn qui est sorti en 67, donc il y a à peine quelques années avant, et qui va s'appeler La Balade sauvage et qui va sortir en 73. Alors, on lui file un petit budget, 350 000 $. Le tournage commence en 72 et là, on découvre le principe de Malick. Improvisation, décor naturel, modification de planning, changement de scénario. Bref, le nouveau réalisateur se refuse à mettre en scène son script, mais utilise la caméra comme écriture et son seul instinct comme boussole. Donc le tournage se passe pas trop mal et le résultat est accueilli avec les acclamations et la coquille d'or du Festival international de Saint-Sébastien en 74. 4 ans plus tard, il remet le couvert avec Les Moissons du ciel, 78, et là il affirme son style. Son deuxième film, donc Les Moissons, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à voir, s'il n'y a qu'un seul film de Malick à voir, c'est celui-ci, est écrit comme un poème murmuré à l'heure où le soleil se couche. Il convoque Hooper, Murnau, la Bible, explose le budget, écope d'un échec au box-office, même s'il récupère un Oscar au passage pour la photographie et le prix de la mise en scène à Cannes. Alors Malick fascine. Tout le monde veut comprendre son mystère, il devient hyper intéressant, et là, il décide de se barrer. Il part, il disparaît, plus de son, plus d'image. 20 ans. 20 ans d'absence. Donc, et ça, évidemment, ça va permettre de construire, en tout cas, c'est pas une volonté de sa part, mais ça va construire, élaborer sa légende. On l'imagine en Salinger, en Kubrick, on fantasme, on multiplie les théories, et tout d'un coup, paf, il repart en 98, et avec la ligne rouge, on lui demande, mais monsieur Malick, pourquoi vous êtes barré pendant 20 ans? Il répond: parce qu'il faut que je retourne dans la vie, sinon de quoi pourrais-je parler dans mes films? Joli. Là, c'est classe quand même. Bref, La Ligne Rouge, Ours d'Or au Festival de Berlin, marque une nouvelle évolution dans la grammaire cinématographique de Malick. Si vous voulez, ces deux premiers films étaient bizarroïdes, mais globalement, il y avait une construction linéaire. Là, si chaque plan émerveille évidemment par son esthétisme, le réalisateur subvertit le cadre narratif par son utilisation de la voix off plurielle, déployant toutes les tensions d'une âme universelle qui projette son film dans une méditation métaphysique à la fois puissante et épique. Là, il refait un deuxième film, Le Nouveau Monde, 2005. Alors là, sa caméra s'oriente encore plus vers le ciel. Il décadre pour décentrer l'action et son montage, privant ainsi les images isolées de tout sens,
obligeant celles-ci à se répondre entre elles. Donc dénué de repères, vous, spectateurs, nous spectateurs, on assiste à autre chose que la description du réel. Si vous voulez, c'est un peu le dévoilement de l'invisible. Alors qu'il n'a commis que 4 longs métrages en 32 ans, là tout d'un coup, il devient hyper prolifique à partir de 2011. Il fait The Tree of Life en 2011, À la merveille en 2012, Knight of Cup en 2015, Voyage of Time en 2007, Song to Song en 2017, bref, un ensemble de films, mais cette fois-ci beaucoup plus expérimentaux. Et, si vous voulez, il est un peu le chef d'orchestre d'une polyphonie sensorielle qui est très déroutante et déconstruit encore plus sa narration pour viser une forme d'abstraction mystique. Alors forcément, ça laisse des marques, ça laisse des traces. Le cinéaste divise, agace, déçoit, envoûte évidemment, mais et bizarrement, tout le monde attend son prochain film. Et avec Malik, il n'y a jamais de date dans ses films. Il fait un film, il tourne, il fait 50 000 heures de pellicule, et puis après, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais son dernier film, qui remonte quand même à 2019, Une vie cachée, qui a été présenté à Cannes, là, il renoue avec la tradition de ses premiers films, si vous voulez. Toujours ce même cadre somptueux, mais la narration est plus linéaire, avec toujours l'objectif, évidemment, braqué sur l'invisible. Mais cette fois-ci, il est plus accessible. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le dévoilement de l'invisible, qui reste sa marque de fabrique, mais on n'a pas besoin d'un effort de concentration de le revoir 40 fois pour comprendre. Mm. Et donc, pour ce film, pour ceux qui l'ont pas vu, il met en scène l'histoire d'un objecteur de conscience autrichien de 1938 qui a été béatifié par Benoît XVI en 2007. Donc, soit un sujet évidemment idéal pour le cinéaste qui n'aura toujours essayé que de traquer l'origine et l'éternel. Et là, on attend son prochain film qui normalement devrait sortir cette année. Et c'est un film sur la vie de Jésus. Donc je vous imaginez la chose pour quelqu'un qui a commencé par Heidegger, Kierkegaard, est un chrétien, va à la messe pendant que les autres se bourrent la tronche au Festival de Cannes et passe son temps à essayer de comprendre le mystère et à filmer le mystère jusqu'à même affiner le début du Big Bang dans The Tree of Life. Là, on attend avec impatience. Alors on annonce évidemment pour cette année, sauf qu'encore une fois, comme je vous le disais, avec Terrence Malick, on ne sait pas. On l'annonce, mais il peut très bien dire 3 jours avant, pas 3 jours, mais 3 semaines avant la sortie, non, finalement, ça ne me va pas. Je reprends tout depuis le début et je recommence. Donc, en attendant, on patiente et on attend et on prie. Eh ben, vous nous l'avez très bien vendu. On a vraiment hâte de découvrir ce film. Merci beaucoup, Arthur Vatrigan. Je suis désolée, on n'a pas le temps de commenter la nomination de Rachida Dati, mais on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.